Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette troisième session de teaching sur l'evidence-based medicine. On va aller dans le gros du sujet maintenant et puis on va commencer à décortiquer chaque... Plus près, plus près. On va commencer à décortiquer chaque type d'étude. Pour les deux leçons qui viennent, on va regarder ce qui est un des designs les plus importants, les études randomisées contrôlées, les Randomized Control Trials. On a deux leçons en tout cas pour faire ça, on n'a pas de limite aujourd'hui. Et puis si quelqu'un peut, comme je n'ai pas d'horloge ici, me dire à 5-10 minutes avant la fin, lever la main, comme ça je sais où m'arrêter. Merci. Bienvenue. Un petit update de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Premièrement, moi en tout cas je suis content, j'espère que vous êtes contents. Je vais essayer avec mon ami, je ne vais pas essayer, on va faire un listing pour que vous puissiez vous m'évaluer, évaluer le cours, poser des questions, dire s'il y a des choses qui manquent, dire s'il y a des choses qui se redisent, ce qui est plutôt pas mal, je pense, s'il y a des redondances, s'il y a des choses qui sont fausses, c'est bien volontiers que je prends tout ça avec moi. Si vous apportez des corrections, si vous améliorez le cours, c'est d'autant plus génial. Et puis, si vous pouvez, j'avais une ou deux remarques, comme quoi on pouvait, et c'est vrai, améliorer le site Internet. J'ai encore pas eu le temps, vous pensez bien, jusqu'à maintenant. Je vais essayer de mettre encore plus de documents et que ce site Internet soit un peu plus convivial que ce qu'il y a maintenant. Une dernière question qui m'avait été posée également, c'était quand c'est qu'on aura des grilles d'évaluation pour les types d'études, et ces grilles d'évaluation vont venir, je le pensais, plutôt à la fin de l'approfondissement de chaque étude pour qu'on puisse comprendre pourquoi dans la grille d'évaluation tout d'un coup vous trouvez est-ce que l'auteur a rapporté le sample size, la taille d'échantillonnage. Si on ne comprend pas sur quoi est basée cette taille d'échantillonnage, si on ne sait pas où aller chercher cette taille d'échantillonnage, sample size dans le texte, ça ne sert à rien de la mettre dans la grille de lecture. C'est pour ça que je pensais l'introduire dans quelques leçons. Pour cette leçon 3 et 4, les buts sont de comprendre le but de l'étude randomisée contrôlée dans son contexte global. Vous avez vu les deux posters qu'il y a devant. Je vais faire une toute petite histoire des études randomisées contrôlées. On va regarder les types ou sous-types d'études randomisées. On les abordera plus en détail à la leçon suivante. Et puis, comme le montrait le poster numéro 2, où il y avait la colonne vertébrale, le backbone, la colonne vertébrale d'une étude randomisée, on va, depuis le tout début, depuis la recherche, la question de recherche, qui est fondamentale, on va regarder depuis là jusqu'à la fin, jusqu'à l'analyse des résultats, la publication des résultats et également, ce que j'ai mis après, la vie de l'étude randomisée après sa publication. Parce qu'elle a toujours une vie et on verra comment et pourquoi. On regardera ensuite les limitations des études randomisées. Dans le poster, ces limitations sont écrites, surlignées en orange. On va regarder ce que je viens de dire, la vie d'une étude randomisée après sa publication et les guidelines qui sont rapportées, en tout cas, il y en a beaucoup qui sont rapportées, celles qui sont rapportées le plus fréquemment, celles qui sont utilisées le plus fréquemment, c'est-à-dire par le site Équateur, pour rapporter et évaluer les études randomisées ou toute autre étude d'ailleurs. Ici. Vous avez ici le site Équateur, vous aurez bien entendu l'accès Internet avec les slides. Et puis dans ce site d'Équateur, vous avez les guidelines recommandés pour tous les types d'études qui peuvent exister, y compris pour les case reports, y compris pour les case series, pour les études randomisées, pour les études systématiques. Dans la plupart des journaux actuels, il est recommandé, voire demandé, voire exigé que vous rapportiez votre étude en fonction de ces guidelines.
Et puis, comme je disais, à la fin de ces deux études, de ces deux leçons, on pourra regarder une grille d'évaluation pour les études randomisées contrôlées. Vous comprenez bien qu'il y aura des grilles d'évaluation différentes si c'est une étude randomisée ou si c'est une étude observationnelle ou un case report ou autre chose. Le but d'une étude randomisée, c'est d'évaluer l'efficacité d'une intervention et d'établir, dans la mesure du possible, un lien cause à effet entre votre intervention, qu'elle soit pharmacologique, qu'elle soit psychothérapeutique, qu'elle soit chirurgicale ou autre, et en principe l'improvement, j'espère pas que c'est le contraire, une amélioration de la maladie en question, sans avoir, et ça on se rappelle de l'étude précédente, sans avoir de facteurs confondants. Pourquoi faire ainsi? Parce que dans les études non randomisées, comme on en avait déjà parlé l'autre fois, vous avez beaucoup trop de facteurs confondants. J'ai pris ici l'exemple de quelqu'un qui m'avait conseillé lors du dernier talk qu'on avait eu ici. Vous avez le risk ratio d'avoir un cancer, notamment un cancer du pancréas, si vous consommez beaucoup de café. Et puis vous voyez que ce risk ratio, ici, il est de 1,72, donc il est significatif. Et puis, de façon brève, vous pouvez dire le café est lié au cancer, le café induit un cancer. Le problème, c'est que c'est une étude non randomisée, une étude observationnelle et qu'il peut y avoir des facteurs confondants. Quel est dans ce cas-là, quel pourrait être dans ce cas-là, ça c'est facile, le facteur confondant? Le tabac, exactement. Classiquement, maintenant on fume un peu moins, on fume moins dans les bistrots, mais dans les années 70, vous alliez au bistrot pour fumer, vous alliez au bistrot pour boire un café, et les deux étaient intimement liés. Et c'est exactement la définition du facteur confondant. C'est un troisième facteur qui est lié à la cause possible, mais qui en l'occurrence n'est pas ça, le café, et qui est lié à la conséquence, le cancer, et qui induit le cancer, et qui distord, qui transforme la relation entre le café et le cancer. Dans une étude non randomisée, vous pouvez essayer de lever ce doute en stratifiant. Et c'est exactement ce qui a été fait ici. Vous stratifiez vos patients entre ceux qui fument. Si vous suspectez bien, il faut bien entendu suspecter et puis reconnaître le facteur confondant. Vous suspectez que c'est le tabac qui est en cause et vous stratifiez en fonction des fumeurs et des non-fumeurs. Et c'est ce qui a été fait dans cette étude. Et vous voyez que le risk ratio dans les fumeurs ou les non-fumeurs pour le café n'a plus aucune incidence. Vous avez ainsi résolu le problème de ce facteur confondant. Et c'est ce qu'on fait avec les études randomisées. On essaye de distribuer tous les facteurs confondants connus ou non connus dans un bras ou dans l'autre bras de l'étude. Si vous avez assez de patients, en principe, tous les facteurs confondants devraient être distribués de façon homogène d'un côté comme de l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que si vous avez assez de patients, les journaux actuels ne demandent plus dans la table de démographie, vous avez tous les 300 patients qui sont venus, 150 dans le bras A, 150 dans le bras B, 30% de femmes d'un côté comme de l'autre, 50% de fumeurs d'un côté comme de l'autre. Ils ne demandent plus d'avoir la p-value pour chaque item. Parce qu'on estime, c'est pas une estimation, on reconnaît que la distribution, elle est en principe symétrique d'un côté comme de l'autre. Et même si elle n'est pas symétrique, certains disent que s'il y a 2-3% de différence, ça ne joue pas un grand rôle dans l'analyse de vos résultats. Donc ne vous étonnez plus quand vous lisez des études dans les grands journaux où la table de démographie ne donne plus de p-value. C'est voulu, c'est attendu, c'est même actuellement espéré. C'est le but principal ici dans ce petit tableau qui résume les différences entre les études randomisées et les études observationnelles. C'est vraiment ça. Le reste, c'est plus un détail qu'autre chose, mais c'est d'enlever ces facteurs confondants qui, autrement, ne vous permettent pas de conclure à la causalité d'un médicament, d'une maladie, d'une habitude sur les conséquences elles-mêmes. C'est compris comme ça? C'est clair?
Oui. Autrement, je m'arrête volontiers. Vous avez vu les deux posters qui sont devant. Il y en a un qui parle de l'histoire des études randomisées et puis de l'evidence-based medicine, et puis l'autre qui parle justement de cette colonne vertébrale des études randomisées. Et puis on va suivre dans cette leçon et la leçon suivante cette colonne vertébrale et analyser les items les plus importants. Du point de vue histoire, si ça vous intéresse, j'ai mis une référence ou deux références ici de livres sur l'histoire de l'evidence-based medicine. Et pour ceux qui seraient intéressés et qui veulent m'accompagner, non, je plaisante, mais c'est vrai que je vais aller. En juillet, il y a un cours à Oxford sur l'histoire et la philosophie de l'evidence-based medicine. Et je trouve pas mal parce qu'on s'éloigne un peu des statistiques et puis on regarde un peu d'un point de vue historique et philosophique et philologique qu'est-ce que veut dire cette evidence-based medicine. Parce qu'il y a aussi un courant qui critique un peu l'evidence-based medicine, à juste titre également, et puis qui dit vous avez éliminé toutes les études observationnelles alors qu'elles ont du poids, elles ont un poids statistique, elles ont une validité, et puis il faut faire attention à ce fameux triangle où il n'y a plus que les études randomisées et les méta-analyses qui sont au sommet, et puis plus rien d'autre. Et puis ceux qui critiquent l'evidence-based medicine, ils disent qu'il faudrait même parfois retourner, ils exagèrent un peu, mais retourner ce triangle et puis mettre les études case control ou les études de cohorte en premier et pas en deuxième parce qu'elles ont une bonne validité aussi. Donc une fois que je serai allé à Oxford, je vous ferai un cours là-dessus également. Le poster, vous l'avez vu, on n'a pas besoin de trop passer en détail. Vous voyez que ce qu'on attribue, c'est peut-être un peu trop attribué à l'evidence-based medicine et aux premiers trials, remonte à relativement longtemps, même si Nabucodonosor ou Lind ne réalisaient pas à l'époque qu'ils avaient déjà instauré les premiers pas des études randomisées. Ensuite, dans l'évolution, dans l'histoire de la médecine, on a eu des malheureuses dérives, comme vous voyez ici. Ce n'est pas une étude randomisée, je l'ai mis, c'est une étude de cohorte, mais où on a volontairement pas traité des patients avec syphilis pour étudier l'évolution naturelle, et ceci est bien entendu inacceptable. Ces dérives de la médecine, ces dérives des débuts des études randomisées ont mené à une meilleure régulation avec de nombreux protocoles maintenant qui défendent, qui protègent le patient avant tout. Et puis, je l'ai mis en dernier lieu, je pense que oui, le futur des études randomisées, le futur de la biostatistique, le futur de la recherche, il est tout ouvert maintenant, notamment avec les pionniers des statistiques, les pionniers de l'evidence-based medicine comme Archie Cochrane, qui ont posé les fondements de cette recherche actuelle. On observe différents types d'études randomisées contrôlées. Je les mentionne ici, on les étudiera lors de la prochaine leçon. On voit des études de non-infériorité, de supériorité ou d'équivalence, des études de cluster, où par exemple on ne peut pas étudier une école et puis un changement de programme scolaire parce que les étudiants de la classe d'à côté seront contaminés. C'est ça le problème, ils seront contaminés par le changement d'attitude qu'il y a eu dans la classe d'à côté et leur réponse sera biaisée. On peut faire des études de crossover où chaque patient est témoin de son expérience précédente. Vous êtes attribué au groupe A, vous avez une période de washout où on vous on laisse tranquille, on laisse le médicament que vous avez reçu s'estomper, les effets s'estomper, et puis 2-3 semaines plus tard, vous prenez le médicament B, donc vous êtes votre propre contrôle. Et l'utilité de ces études crossover, un, c'est de diminuer justement la dispersion des résultats puisque vous êtes votre propre contrôle, et deux, de diminuer la nécessité, le nombre de participants. Ces études sont les dernières études, notamment les études adaptatives, les designs adaptatifs, les designs pragmatiques, les N-of-1 trials, sont de dessins complexes avec des analyses statistiques qui, je l'avoue, sont complexes. Et puis c'est à ce moment-là qu'il faut également demander à nos amis les statisticiens de venir nous aider. Ce
qu'on aimerait juste, dans cette leçon, la leçon suivante, c'est qu'on comprenne les indications particulières à certains sous-types, sous-dessins de ces études randomisées et également leurs limitations. Maintenant, comment, rentrons dans le vif du sujet, performer, effectuer ou lire, pas ça revient au même, ou lire, ou apprécier de façon critique une étude randomisée. Et puis on va se concentrer ici, dans cette leçon, ces deux leçons particulières, sur les études randomisées, contrôlées, en double aveugle. Ça veut dire que le participant est aveuglé à son traitement et que le médecin est également aveuglé au traitement. Il ne sait pas quel traitement il donne, le double aveugle, en deux bras. Vous avez deux bras ici, le bras interventionnel ou le bras placebo. Et puis, dans les sous-chapitres qui vont venir, on va regarder de façon primordiale le début de la colonne vertébrale de cette étude randomisée, c'est-à-dire la question clinique. On revient toujours à la même chose, c'est la question clinique, la question de recherche. Est-ce que la question de recherche est bien posée? Est-ce qu'elle est valide? Est-ce qu'elle peut mener à des conclusions qui sont valides ou non? Et puis, vous verrez que souvent, vous pouvez arrêter l'étude à ce moment-là parce que la question de recherche a déjà été faite ou n'est pas valide ou ne peut pas se faire tout simplement. On va également regarder, il faut que j'enlève les lunettes, d'un point de vue statistique, le nombre de patients qu'il faut pour avoir des résultats concrets et valides. Il ne faut pas en avoir trop peu, dans quel cas vous aurez une puissance de l'étude qui sera insuffisante et vous ne pourrez probablement rien en conclure. Et ça veut dire que les 50 ou 100 participants insuffisants que vous avez enrôlés, ils ont été enrôlés pour rien du tout. Vous avez perdu de l'argent et surtout, vous les avez mis à risque pour rien du tout. Ou au contraire, si vous enrôlez trop de patients, vous en fallait 200, puis vous en enrôlez 1000, ça veut dire que vous avez soumis 800 patients à des examens inutiles, vous avez entraîné des coûts pour la société inutiles, et puis surtout, pour ceux qui étaient dans le bras placebo, vous les avez refusé un traitement qui, après les 200 patients, était reconnu comme actif. Comment vous allez rechercher, collecter, recruter vos patients? Est-ce que ce sera de façon correcte ou bien pas? Est-ce que ce sera de façon homogène ou bien pas? Je cherchais l'adjectif. On va regarder les randomisations, les divers types de randomisation, les divers types de cachement de la randomisation. On va regarder comment, et ça c'est aussi extrêmement important, analyser les résultats que vous aurez, on verra après, pré-enregistrés dans des registres. Comment vous rapportez les résultats, puisqu'il peut aussi y avoir également de ce côté-là des biais de reporting. Comment vous enregistrez votre étude. Je l'avais dit, en orange sont dans ce tableau, dans le poster, marquées toutes les limitations de l'étude. Ça ne veut pas dire que l'étude est non valide, ça veut dire qu'elle est limitée. Et il faut que vous rapportiez, si vous repérez une limitation, il faut que vous le rapportiez pour que ce soit transparent et pour que le lecteur ou le chercheur qui fait une systematic review après ait connaissance de cette limitation et pas la cacher sous le tapis, comme on dit. Et puis en rouge sont les étapes critiques, les critical steps, où il peut y avoir des biais qui sont extrêmement importants ou des étapes où il faut dire non, j'arrête ici parce que je ne peux pas continuer plus loin, autrement mon étude elle est non valide. La question clinique. La question clinique, c'est le point de départ le plus important, comme souvent. Vous allez regarder si la question elle est bien formulée, si la question elle peut être répondue, et si la question elle doit être répondue. Comme je dis, c'est l'étape la plus importante. Deux questions ici, la question 1, la question 2. Quelle est la meilleure question, formulation de question à votre avis? Et c'est ce que je vois, c'est ce que je vois dans les articles, c'est ce que je vois dans les grants que je dois évaluer, qui sont soumis à la commission d'éthique. Quelle est la question que vous prendriez pour la soumettre à la commission d'éthique pour faire une étude? T'as dit quoi? La première. J'achète, évidemment. Pourquoi?
Oui. C'est juste. Il y a le type de patient, il y a le dosage, il y a la condition, il y a le but, l'outcome que vous voulez. Tout est là. Je suis d'accord. Et puis, si vous avez ça, vous savez exactement comment ensuite vous allez construire la colonne vertébrale de l'étude randomisée que vous voulez avoir. Vous allez savoir déjà à ce moment-là, quel est votre SAP en anglais, SAP, Statistical Analysis Plan, quel est votre plan d'analyse statistique en fonction de la question que vous avez là. La question 2, elle est tellement vague, vous ne pouvez rien dire. Et puis, ce n'est pas seulement utile pour faire votre grant, c'est aussi utile pour vous qui lisez après, parce que le clinicien, il saura beaucoup plus quel article choisir quand il tombe sur un titre comme ça. Et pour celui qui fait la recherche systématique et les méta-analyses, simplement en lisant le titre et l'abstract, il pourra garder la première étude, parce que la question elle est très bien formulée, il ne pourra rien faire avec la deuxième. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut l'acheter, il ne peut pas l'acheter. Il est obligé d'aller lire tout l'article pour savoir s'il doit garder la deuxième dans son revue systématique ou bien pas. Donc lui, il perd du temps, les cliniciens perdent du temps, et puis vous, si vous soumettez ça comme grant, eh bien, il va revenir chez vous rapido presto. Même chose ici, c'est aussi deux choix de titres. Et puis, pas besoin de reposer la question. La première, c'est dépression, mais quelle dépression? Quel type de dépression? On ne sait pas. Chez le jeune, ça veut dire quoi le jeune? 10 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans? On ne sait pas. Et puis, quel est l'outcome? On ne sait pas non plus. Tandis que dans le deuxième, vous voyez qu'il y a l'intervention. Il y a l'intervention, c'est le nouveau SSRI. Le traitement habituel, c'est le standard usual care. Vous avez l'âge des patients, vous avez le type de dépression et vous avez l'outcome qui est défini. Et puis, je l'ai mis là, je pense à ça aussi, j'ai mis a Validated Depression Scale. Méfiez-vous quand vous faites des grants et puis que vous faites des protocoles d'études et puis que vous créez une échelle d'évaluation de la douleur, mais non reconnue, hein, ou que c'est vous qui l'a créée, ou c'est vous qui l'a modifiée, ou une échelle de chaleur, une échelle de lecture de radiographie et tout. Souvent, presque toujours, ces échelles que l'on crée nous-mêmes, elles ne sont non valides. Donc méfiez-vous, il faut toujours prendre quelque chose qui a été validé par plusieurs études auparavant. Cette étude, vous l'avez vu, cette question clinique de recherche, elle doit comporter elle va vous aider à étudier, à designer le dessin d'étude. Elle va vous aider, si ce n'est pas déjà rapporté dans le titre, à choisir les comparateurs. Qu'est-ce que ce sera vos comparateurs? On va regarder après. Est-ce que c'est un placebo? Est-ce que c'est le meilleur traitement qui existe? Est-ce que c'est d'autres traitements? Et puis, elle va également vous aider à choisir de façon primordiale les outcomes, ce que deviennent les patients. Est-ce que ce sont les outcomes qui sont liés au patient, que c'est lui-même qui évalue? Est-ce que c'est des surrogate outcomes, c'est des outcomes qui remplacent un hard endpoint, comme je dis? Le hard endpoint serait le décès, serait le retour aux soins intensifs, serait le retour en dialyse. Le surrogate outcome, c'est quand on ne peut pas avoir ces hard endpoint parce que ça prend trop longtemps et puis on va simplement étudier. Par exemple, il y avait des études qui montraient que dans les polykystoses rénales autosomales dominantes, plus la taille du rein est augmentée, plus l'arrivée en dialyse est précoce. Donc la taille du rein est un surrogate outcome pour l'arrivée en dialyse. Pourquoi? Parce que l'arrivée en dialyse des patients avec polykystose rénale autosomale dominante, elle se fait vers 40-50 ans. Personne n'accepterait d'être sous un traitement placebo ou un traitement interventionnel pendant 30, 40, 50 ans avant de savoir si vous êtes en dialyse avant ou après ceux qui ont reçu le placebo. Donc, on ne peut pas y échapper, mais chaque fois à prendre avec des pincettes. Cette question que vous formulez pour votre grant, pour votre recherche d'une étude randomisée, si vous la formulez selon le modèle PICO, ça va vous aider, ce qu'on vient de voir, ce que tu as dit avant, ça va vous aider de façon importante parce que vous saurez exactement pour le P quel est votre patient, vous allez décrire correctement vos patients, male, female, l'âge, le fumeur, non-fumeur, etc. L'intervention, est-ce que c'est placebo versus un traitement actif? Est-ce que c'est une intervention psychothérapeutique? Combien de temps? Quelle intensité?
Le C, c'est pour les contrôles, on va voir ça tout à l'heure. Et puis l'outcome, c'est ce que vous voulez comme résultat. Qu'est-ce que vous espérez mesurer? Qu'est-ce que vous espérez voir changer chez le patient? Est-ce que ces outcomes sont liés au patient? Est-ce que c'est lui qui les mesure? Est-ce que c'est une échelle? Est-ce que c'est des examens de laboratoire? Tout ça doit être défini dans votre question de recherche clinique. Simplement en mettant les deux bonnes questions que j'ai mises, vous allez déjà pas mal. Et puis dans votre tête, vous comprenez déjà bien où vous pouvez aller et aussi quelles seront les limitations de votre étude. Peut-être que vous réalisez, ah mais cet outcome ici, je ne pourrais pas l'étudier, ou si je l'étudie, il y aura beaucoup trop de biais. Est-ce que, toujours dans la question ici, dans la question clinique, est-ce qu'une étude randomisée contrôlée est toujours de mise? Est-ce qu'on doit toujours la faire parce que c'est soi-disant au sommet de ce triangle de validité de l'evidence-based medicine, mais puisqu'on doit les pousser à tout prix, ou au contraire, est-ce que des fois il faut laisser tomber? Vous me voyez venir, la réponse est de temps en temps, il faut laisser tomber. C'est absolument logique. Si l'étude randomisée est, confère le poster, non éthique, il y a quelque chose de non éthique là-dedans, on ne peut entreprendre cette étude randomisée. Et puis, vous allez rechercher, ça ne veut pas dire que vous laissez tomber la question clinique. Vous allez voir si d'autres dessins d'études peuvent vous apporter la réponse que vous espérez avoir sans passer par une étude randomisée. Les trucs classiques, on l'avait évoqué dans les case control la fois passée, c'est les études toxicologiques où vous vous demandez si la dioxine, si le tabac, tout simplement, sont responsables de cancer du poumon, sont responsables d'autres cancers. Vous ne pouvez exiger à un groupe de fumer, à l'autre groupe de ne pas fumer. Vous ne pouvez exiger à un groupe de recevoir la dioxine, l'autre pas. Par contre, il y en a qui ont fumé. Par contre, il y en a qui ont reçu de la dioxine. Et puis ce que vous pouvez faire, alors c'est une étude case control, où vous regardez pour tous ceux qui ont développé un cancer du poumon, combien de pourcentage ont fumé, combien de pourcentage n'ont pas fumé. En retenant ce que j'ai dit avant, que ces études à leur case control seront grevées de possibles facteurs confondants importants. Mais qu'il faut accepter s'il n'y a pas d'autre choix. Je ne sais pas comment on prononce en français l'équipoise. L'équipoise, c'est le fait que vous, comme chercheur, vous vous attendiez à ce que le groupe A et le groupe B aient, de façon primaire, autant de bénéfices l'un que l'autre. Vous ne savez pas si le traitement A est meilleur que le traitement B, si le traitement A est meilleur que le placebo, ou si le traitement est meilleur que le best available usual care. C'est ça l'équipoise. Et puis si vous arrivez à répondre oui, je ne sais pas quel est le traitement qui est le meilleur, vous êtes en droit de faire cette étude. Si vous savez d'avance que le traitement A, il est très certainement, quasi sûr, meilleur que le traitement B, parce que le traitement B, vous le donnez, on le verra après, à toute petite dose ou je ne sais quoi, vous n'êtes pas en droit de faire cette étude. Et puis à ce moment-là, il faut laisser l'étude tomber. Troisième raison pour laquelle on pourrait hésiter à faire une étude, ou renoncer même à faire une étude, c'est une recherche qui aurait été faite de façon très fréquemment déjà avant et qui a très certainement donné des résultats. Raison pour cela de votre recherche de background, comme je dis, quand vous regardez une étude, il y a toujours le premier chapitre qui est le background, c'est ce qui a été fait avant. Et puis à ce moment-là, vous pourrez trouver, sans faire une étude systématique, mais rechercher les études qui ont déjà questionné, qui ont déjà approfondi la question. Et puis s'il y a trop de réponses, eh bien, vous arrêtez. La réponse est déjà là. C'est ici, je trouve, c'est passionnant ça. C'est une étude cumulative. Pour ceux qui ne connaissent pas les études cumulatives, vous regardez le tableau, la colonne ici, où je mets celle-là, c'est toutes les études qui ont analysé l'efficacité de l'antibiothérapie prophylactique chez les patients qui avaient une chirurgie colorectale. Et puis ces études vont de 1972, j'ai mes lunettes, j'arrive pas à voir, 72 à 1980, enfin elles vont sur 10 ans en tout cas. Il y a plus de 300 patients qui ont été inclus, et puis on continue à faire des études. Vous voyez, on continue à faire des études, on continue à faire des études, on continue à faire des études. On répète ce qu'il y a déjà eu pendant 20 ou 30 études auparavant. Et on ne sait pas, ça va un peu dans tous les sens, quoique on dirait que ça va un peu à la gauche, il y a un certain effet, mais on n'est pas sûr.
Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est une étude, une méta-analyse cumulative. La première étude, en fonction de l'ordre chronologique, elle est ici. Et puis bien sûr qu'il n'y en a qu'une seule, l'étude, la méta-analyse, elle donne, c'est pas la même échelle, elle donne les mêmes valeurs. La deuxième étude, ici, elle était très positive et significativement, puisque l'intervalle de confiance ne traverse pas le 1, elle est ajoutée à la première étude. Et vous voyez que vous passez l'outcome ici, global, il change. La troisième étude, elle est ajoutée. La quatrième étude, elle est ajoutée. La cinquième étude, elle est ajoutée. On observe deux choses. Un, plus il y a d'études, plus il y a de patients, plus l'intervalle de confiance, il diminue. Il est extrêmement large ici. Il diminue, puis il est très fin ici, parce qu'il y a beaucoup de patients, parce que la distribution elle est homogène. Et puis surtout, depuis 1971-72, vous voyez qu'on n'a plus aucun bénéfice de nouvelles études. On a prouvé en 71-72, avec cette étude cumulative, qu'il y avait, que ce n'était plus la peine de faire des études randomisées. Le bénéfice de l'antibioprophylaxie en cas de chirurgie colorectale, il était prouvé. Donc, tous les participants de toutes les études qui ont suivi n'ont servi à rien du tout. Donc, c'est vraiment important de faire ce genre d'études, de faire ce genre d'évaluation pour savoir qui c'est que vous incluez, pourquoi vous les incluez, et puis finalement, le bénéfice, ce n'est pas votre ligne de CV et puis vos publications, votre nombre de publications. L'outcome que vous voulez, c'est le patient satisfaction, le patient outcome. Si le patient s'est prouvé qu'il va bénéficier en moyenne d'une antibioprophylaxie, arrêtez ces études quand c'est prouvé que ça marche et puis faites-le. Mais jusqu'à récemment, en tout cas, on continue souvent à répéter malheureusement ce genre d'études. Ça joue comme ça, c'est clair? Oui. Good. Et puis vous voyez ce que j'ai mis en rouge ici, ça entraîne un coût humain, un coût financier, et puis ça empêche tous ceux qui ont participé dans l'étude depuis 1972, ceux qui étaient dans le bras placebo, ils n'ont pas bénéficié de l'antibioprophylaxie qui était prouvée marcher. Ça veut dire qu'on a refusé à ces patients un traitement, ils sont peut-être morts à cause de cette non-intervention. Je sais pas, oui, vas-y, ouais. Oui, l'ami. Oui. Ah, mais tu peux, depuis 1972, là, tu sais que si tu peux calculer d'un point de vue statistique, si tu rajoutes, combien de patients il faudrait rajouter pour que ton intervalle de confiance, il retraverse de nouveau le 1, ou même que la moyenne, elle traverse le 1 puis qu'elle soit de l'autre côté. Tu peux, je ne peux pas le montrer ici, mais tu peux calculer d'un point de vue statistique. Alors, s'il te manque, j'ai peut-être mis le bras un peu haut, mais s'il te manque 200 patients, tu peux encore le faire. Si on te dit il te faut 2000 patients pour prouver que tu auras peut-être 1% de chance que ça ne bénéficie pas, à ce moment-là, tu peux dire, d'un point de vue probabilistique, d'un point de vue statistique, je m'arrête, je ne mets plus mes patients en danger à cause de ça. Ça joue? Merci. Le background, je crois qu'on en a déjà discuté maintenant, justement, la recherche de ce qui a été fait dans votre question clinique, c'est important pour savoir où vous en êtes, pour savoir si ça a déjà été fait, si ça n'a pas déjà été fait, si ça a déjà été fait, ce que je viens de démontrer maintenant, est-ce qu'on s'arrête pas, puis également, ça va vous donner des idées. Vous dites, tiens, celui-là, il a étudié le depression scale, la dépression endogène chez le jeune, et puis il a aussi étudié, il a fait une MRI du cerveau, puis il a regardé la taille des amygdales ou je ne sais quoi. Ça vaut peut-être la peine, puis ça vous donne des idées. Donc de refaire une recherche non systématique de la littérature, du sujet que vous voulez étudier, c'est conseillé, c'est voire obligatoire. Quand j'étais oui, je l'ai mis là. Quand j'étais aux États-Unis puis qu'on faisait des recherches sur les souris, c'était demandé, obligé, exigé par le NIH qu'on fasse une revue relativement systématique, animale, sur le sujet qu'on voulait étudier, pour être sûr de ne pas sacrifier des milliers d'animaux pour rien du tout, de nouveau, si la question avait déjà été répondue. Ça, c'est plus compliqué.
Vous êtes en forme? Oui. C'est le principe même des études randomisées, c'est l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. L'hypothèse nulle définit qu'entre votre groupe A et votre groupe B, vous n'aurez aucune différence statistiquement significative. L'hypothèse, et puis ça s'abrège H en majuscule, petit 0 pour nul en minuscule. L'hypothèse alternative, HA, démontre qu'il y a une différence significative. Après, ça dépend de où vous mettez votre degré de signification, mais qu'il y a une différence significative entre le groupe A et le groupe B. Et puis c'est là qu'on tombe sur ce fameux alpha à 0,05. Qu'est-ce que veut dire ce P à 0,05, cet alpha à 0,05? Comment vous le définiriez? Si le P est à 0,01, c'est quoi? C'est là. C'est une probabilité, c'est une... Quoi? J'ai entendu quelqu'un dire probabilité, oui. C'est la probabilité que dans ce setting, vous ne pouvez pas transporter à d'autres settings, que dans ce setting, dans cette étude, vous trouviez des résultats qui soient aussi extrêmes que ce que vous avez trouvé ou plus extrêmes. C'est cette fameuse distribution, elle est là. Et puis c'est la probabilité ici, le alpha il est là, comme ça là, que vous trouviez un résultat, ça peut être une tension artérielle, ça peut être la mortalité, ça peut être la survie, ça peut être une intensité de couleur, n'importe quoi, que vous trouviez une mortalité à 20%, donc de 20% ou plus, ou plus extrême dans ces conditions. Pour reprendre les hypothèses, vous avez la distribution de l'hypothèse nulle qui est ici, vous avez la distribution de l'hypothèse alternative qui est là. Ça peut être un groupe ici, groupe placebo, ou le contraire, ça peut être l'autre groupe, et le groupe interventionnel. Vous avez la moyenne, comme j'ai dit, qui peut être un pourcentage, qui peut être un ratio, qui peut être quelque chose de continu, qui peut être binomial, tout ce que vous voulez, du groupe placebo. Vous avez la valeur théorique pour le groupe interventionnel, vous avez sa moyenne. Et puis ce que vous faites, vous, quand vous voulez calculer la puissance de l'étude, quand vous voulez calculer la différence sur laquelle vous attendez entre les deux groupes, vous définissez une différence ici. Vous pouvez par exemple, je ne sais pas si j'ai pas mis. Hop, oh là là. Voilà ici. Ça pourrait être ici, par exemple, une valeur de tension artérielle à 100, et puis là, une valeur, le groupe traitement, si vous voulez faire baisser la tension, une valeur de traitement à 90. Et puis, vous définissez quelque chose de significatif, ça c'est vous qui définissez. Vous voulez une différence entre les deux groupes de 10, par exemple, et puis 100, 90, puis là ça peut être 80. Et puis c'est cette différence-là de 10 qui va vous définir ce qui est significatif ou ce qui est non significatif. Si dans le groupe placebo ou le groupe interventionnel, peu importe, vous avez une tension qui descend de 100 plus moins 10, de 90 ou moins, qui est plus extrême, dans le sens plus bas que 90, vous serez dans ce groupe-là. Et puis autrement, vous serez dans ce groupe-là. D'accord? Et cette définition de l'hypothèse nulle, de l'hypothèse alternative, cette distribution des valeurs va vous entraîner les fameuses type d'erreur 1 ou type d'erreur 2. Le type d'erreur 1, c'est de dire qu'il y a une différence ici, qui est en rouge ici, alors qu'effectivement, il n'y en a pas. Dans le groupe ici, vous avez le groupe où il n'y a pas de différence, le groupe où vous attendez à une différence. Vous voyez que là, les valeurs qui sont ici, elles sont au-delà de ce que vous êtes fixé comme limite. Donc, il y a peut-être une tension artérielle à 85, donc vous allez dire, logiquement, elle appartient à ce groupe interventionnel. Mais, en fait, pas.
Vous voyez que les patients qui sont là, la distribution des patients, ils appartiennent ceux-là. Ils appartiennent toujours à ce groupe qui a reçu une intervention placebo. Donc, ils n'ont reçu aucune intervention, mais vous les analysez comme s'ils avaient reçu quelque chose parce que c'est significatif. Donc, c'est une fausse signification. Et puis, c'est un type d'erreur numéro 1. Vous attribuez une différence clinique au groupe, à ce groupe-là, alors qu'effectivement, ça n'était pas le cas. L'autre aspect, c'est la puissance de l'étude, c'est le contraire. C'est de ne pas attribuer, de ne pas reconnaître une différence alors qu'elle existe. Vous voyez ici, ça c'est le groupe qui a reçu l'intervention. Et puis si vous mettez votre limite ici, et puis que vous dites qu'en dessus, il n'y a pas de différence, tout ce qui est sous l'air, sous la courbe ici, en bleu, va être compté comme quelque chose qui ne faisait pas de différence, alors qu'effectivement, ces patients-là, ils appartiennent à ce groupe-là. Ils appartiennent au groupe qui a reçu l'intervention, ils appartiennent au groupe qui devrait être compté comme tel. Donc le type d'erreur numéro 2, c'est de ne pas attribuer de différence significative à ce groupe alors qu'elle existe. En d'autres termes également, en réalité, si vous avez une différence qui est vraie et vous avez mesuré dans votre trial une différence qui est vraie, c'est juste. Et puis si c'est faux et faux des deux côtés, c'est vrai. Si vous mesurez quelque chose de vrai, mais que dans la réalité, ça n'existe pas, ce qui est en rouge ici, vous mesurez quelque chose de vrai parce que c'est de ce côté-là, mais dans la réalité, ça n'existe pas parce que ces patients-là appartiennent au groupe qui n'a rien reçu, c'est une type d'erreur 1. Le contraire, si vous mesurez rien du tout, vous ne trouvez pas de différence, mais le groupe, ce qui a l'air sous la courbe ici, appartient à ceux qui ont reçu un traitement, vous ne détectez pas cette erreur et ça fait une erreur de type 2. C'est important de comprendre ça. L'erreur de type 1, elle dépend d'alpha. L'erreur de type 2, elle dépend du bêta, de la puissance de l'étude. Vous avez compris? Oui. J'ai trouvé ce site internet qui est absolument génial et puis qui vous montre la même chose, puis qui vous montre de quoi dépend cet alpha et ce bêta. J'enlève les lunettes. Vous pouvez ici définir, si vous voulez avoir un test statistique avec une, je ne sais pas comment dire en français, one tail, une queue ou deux queues. Si c'est one tail, vous acceptez que pour le groupe ici, le groupe premier ici, tout ce qui dépasse de 0,05 à droite est significatif. Si vous mettez deux tails, vous voyez que c'est plus 0,05, mais 0,025, parce que vous avez divisé cet alpha en deux, puisque c'est du côté droite et du côté gauche. Et puis ça veut dire que vous acceptez que tout ce qui est en dessus de cette limite à 109 ici décrite, ou en dessous limite à 92, est statistiquement significatif. Là aussi, quand vous lisez les articles, méfiez-vous un peu. De principe, on essaye de mettre toujours deux tails. Parce que les gars artistes, vous ne savez pas si une intervention, elle sera supérieure au placebo ou elle sera même inférieure au placebo. Vous ne savez pas. Et parfois, les auteurs, les chercheurs utilisent le one tail au lieu du deux tail parce que, vous voyez, la probabilité d'avoir une réponse positive, eh ben, elle est double. Donc, c'est pour ça qu'il faut vous méfier. Et en principe, les journaux, les statisticiens disent vous devez toujours avoir two tail test et pas un one tail test. On se dit que l'hypothèse nulle a une moyenne de 100, l'hypothèse alternative a une moyenne de 110. Mais vous voyez que la courbe de droite, elle s'éloigne, et puis le chevauchement, il diminue également. Maintenant, je mets 210. Vous voyez que les deux courbes sont complètement séparées. Si, au lieu de je laisse les mêmes chiffres, et puis on va faire une distribution, donc une erreur standard qui est bien plus importante que 5, on va mettre 55. Et puis vous voyez de nouveau qu'il y a un nouvel overlap, parce que les courbes, au lieu d'être très pointues et puis d'avoir aucun overlap, comme la précision de l'étude elle est mauvaise, ça va être beaucoup plus dispersé, et puis l'overlap entre les deux va être beaucoup plus importante. Ça joue comme ça, vous pourrez comme ça vous amuser un petit peu là-dessus. Vous voyez là, donc ici également, par exemple, que le risque
de ne pas trouver de différence alors qu'il y en a une, tout ce qui est en bleu ici, est extrêmement important. Vous avez, tout ça ne sera pas pris en compte. Et puis le risque, par contre, en dessus de cette limite, là, ici, de trouver quelque chose alors que ce n'est pas le cas, en rouge ici, il n'est pas trop important, effectivement. Vous voyez, ce rouge-là, ça appartient à ce groupe ici, qui était le groupe contrôle. Donc, il n'a aucune raison d'avoir quelque chose de significatif, parce qu'il appartient là. Mais la valeur, elle était extrême. Et puis, c'est ce fameux P à 0,05. Par contre, ici, vous êtes en dessous de la limite que vous êtes fixée, et puis tous ces cas bleus, vous n'allez pas les capturer, alors qu'ils font effectivement partie de ce groupe qui a reçu l'intervention. Et cette puissance ici, elle sera, elle est marquée là. Elle est à 0,4, 1 moins 0,4, 1 moins 0,55. Elle est de 50%. Ça veut dire que vous avez 50% de chances de louper un effet qui existe et puis que vous n'avez pas vu parce que votre puissance n'est pas assez grande. Ce qui est énorme. En principe, la puissance, on l'accepte à 80, on n'accepte que 20%, ce qui est beaucoup aussi, que 20% de risque de ne pas détecter une différence alors que cette différence existe effectivement. Dans les nouvelles recommandations, c'est même 90, c'est même 90%. On n'accepte plus que 10% de risque de ne pas détecter une différence alors que cette différence existe dans les faits. Allons un peu plus loin. Allons un peu plus loin que les statistiques. Qu'est-ce que ça veut dire si vous faites votre étude, vous avez une bonne question clinique, vous avez construit votre étude randomisée contrôlée, vous avez les résultats, on saute aux résultats maintenant, et puis vous avez une différence entre les deux groupes qui est significative. Puis là, elle est même hautement significative. Est-ce que c'est la fin de l'étude ou est-ce que vous devez vous poser d'autres questions, aller un peu plus loin et puis réfléchir? La réponse est évidemment, il faut réfléchir un peu plus loin. Quand vous faites l'étude, ou vous qui lisez l'étude, assurez-vous que les outcomes primaires et secondaires étaient tous pré-enregistrés et que ce n'était pas une trouvaille par de la chance. Parce que s'ils ne sont pas préenregistrés, à chaque fois que vous faites des tests, vous avez 5%, comme je l'ai démontré avant, 5% de chance d'avoir une différence. Donc vous pouvez faire une étude et puis vous mesurez 100 ou 200 outcomes sans savoir pourquoi. Et puis tout d'un coup, vous tombez sur un outcome qui est ce médicament XY qui fait pousser les cheveux, alors que ce n'était pas du tout l'hypothèse de départ. Et puis vous le rapportez comme tel. Et puis si d'autres collaborateurs répètent l'étude plus tard, ils verront qu'il n'y a effectivement aucune différence et puis que c'était uniquement une trouvaille par chance. C'est ce qui s'appelle le false discovery rate, le nombre de faux positifs qui sont trouvés plus on fait de tests de comparaison. Et puis ce FD1, ce false discovery rate, il augmente assez rapidement avec la répétition des questions qui sont inappropriées, du nombre inapproprié. Oui? Oui. Ah non, non, ça c'est pas dans mon cas, oui. Excusez-moi, c'est 0,05. 5, c'est 5%. 5, vous avez compris? Mon ami disait... Oui, je ne l'ai pas là. Le 0,0. Mon exemple, après, quand je parlais, je disais le 0,05, ça veut dire qu'il y a 5% de chance que les trouvailles que vous trouvez qui sont significatives, elles sont en fait dues à la chance, et puis que si vous répétez le lendemain, le surlendemain, ce sera négatif. Donc là, le 0,0004, ça veut dire que vous avez une chance sur, la mathématique, 4 sur beaucoup. Assurez-vous, c'est le même principe, que l'outcome que vous avez étudié et qui est rapporté soit l'outcome primaire. Combien de fois j'ai vu des grants où on met comme outcome, en même temps il y avait au moins 12 outcomes, 1, 2, 3, 4, oui vraiment 12 outcomes, tu ne sais plus quels sont les outcomes primaires, quels sont les outcomes secondaires. Et puis c'est quand même différent, parce que plus il y a d'outcomes, plus vous allez, comme on dit en français, consommer de l'alpha, plus vous allez devoir diminuer cet alpha si vous ne voulez pas avoir des trouvailles qui sont complètement dues à la chance.
Et puis simplement 1 sur 10, vous avez presque une chance, sur les 10 outcomes qui sont là, vous avez une chance sur 10 presque d'avoir un outcome qui devient positif. Et puis si vous répétiez l'étude plus tard, elle serait négative. Donc c'est vraiment important de savoir l'auteur, qu'est-ce qu'il avait mis comme valeur primaire et secondaire. Et plus important encore, ou tout aussi important, est-ce que l'outcome qui a été rapporté, que vous voulez étudier, que vous trouvez significatif, est-ce qu'il est uniquement statistiquement significatif ou est-ce qu'il est cliniquement significatif? Puis pour ça, il n'y a pas de règle, c'est vraiment la jugeote clinique pour savoir qu'est-ce qui est valable pour le patient et puis pour vous. Par exemple, dans un journal d'oncologie qui a été publié en 2007, qui n'est pas si vieux, les auteurs avaient regardé l'effet de l'addition d'un traitement anticancéreux pour les patients avec cancer du pancréas avancé, et puis ils avaient comparé la survie entre erlotinib et puis l'autre comparé à gemcitabine, etc., tout seul. Et puis ils voient, avec 569 patients, donc c'est quand même pas mal, avec cancer du pancréas avancé, que la survie moyenne, elle était prolongée de 6,24 versus 5,91. Maintenant, quand vous translatez ça en jours, l'addition de ce nouvel anticancéreux faisait une différence de simplement, en moyenne, 10 jours. Et puis après, il faut se poser la question aussi, est-ce que ces 10 jours valent la peine? La réponse est très certainement non. Maintenant, 10 jours, c'est effectivement réel, mais si je pousse à 3 mois, on pourrait dire 3 mois, on discute encore. Alors, si vous mettez à 3 mois la différence, posez-vous la question, à vous et aux patients. Est-ce que les adverse effects, les effets secondaires, est-ce que le fait de retourner X fois à l'hôpital, est-ce que le fait d'avoir de nouveau des accès intraveineux et tout, est-ce que tout ça vaut la peine contrebalancer à ces 10 jours? Évidemment pas. À ces 3 mois, je ne sais pas. À ces 3 ans, probablement oui. Mais comme je dis, c'est nouveau de la jugeote, mais c'est important que vous alliez plus loin quand vous avez un P qui est rapporté comme significatif que de simplement l'acheter, que de dire « Waouh, il est à 0,049, c'est significatif, j'implémente ça chez mes patients ». Non, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que ça veut dire pour le patient? Est-ce que c'est un marqueur primaire, secondaire? Est-ce que c'est un surrogate marker? Est-ce que c'est un hard endpoint? Est-ce que c'est un patient-related outcome? Est-ce que le patient il est content? Est-ce qu'il n'est pas content? Est-ce que j'augmente simplement mes statistiques ou bien pas? C'est primordial. Après, oui l'ami. Quelle heure il est? Oui. Alors, il faut que je vous passe, que je vous passe un truc sympa. Est-ce qu'on peut continuer la prochaine fois, alors hein? Il y a beaucoup. Ça joue comme ça, pour le moment? C'est pour vous? It's not too boring? Non? Faut me dire, hein? C'est, je ne sais pas s'il y en a, j'ai peut-être montré à certains d'entre vous. It's a talk between a biostatistician and a researcher. Si ça marche. So how I have a study, and I need to know how many patients I need. I think I only need 3 patients. Okay, what kind of study is it? I'm doing a lab study. Can I just use 3 patients? That depends. What are you trying to show? We always use 3 patients. Okay, what are you trying to show? I'm trying to show that drug A and drug B are better than only drug A. How are you measuring if it is better? We are looking at apoptosis. Can we just use 3 patients? What kind of measure of apoptosis? Do you know how variable that measure is? We always use 3 patients. That is what we have published before. 3 patients per group or in total? Yes. Okay, let's try something different. What type of measure are you using? And is this an in vitro study? An in vivo mouse study? It is an in vitro study of patient samples, and we are looking at measures of apoptosis after treatment with drug A and drug B versus drug A and control. And drug B alone. Oh, how many groups are you analyzing altogether then? My grant is due tomorrow.
I just need to know if I can just use 3 patients per group. Okay, well, you probably should have come to me earlier for help with this. All I need you to do is tell me that 3 patients are okay. So, it is not that easy. Your marker for apoptosis may have a large amount of variability associated with it that could make it difficult to ascertain differences based only on 3 patients per group. It also depends on what kind of outcomes you are looking at. Are you looking at normalized changes in expression levels from baseline? 3 patients may not be sufficient to detect differences in these expression levels between the different treatment groups. I do not understand. I'm saying that you may need more than 3 patients per group, but that I need more information to determine that. The serine protease granzyme B is made in cytotoxic lymphocytes, where it is inactive due to the low pH of the storage granules. It is measured immediately upon delivery into target cell cytoplasms, where the pH is neutral. This is followed by cleavage of procaspase 3 by granzyme B in the target cell cytoplasm and the subsequent induction of apoptosis. All proteolytic events can be quantitated at the live single-cell level by flow cytometry and imaged by confocal microscopy. I understand very little of what you just said. Maybe we should talk more about this. I just need to know if 3 patients are enough. My grant is due tomorrow. We will need to meet to better understand this before we can determine the appropriate sample size. I can put you on my grant for 0.5% FTE. You can design and analyze the data later. Do you really think that is enough to do the work? Well, it may be less if it is awarded and the budget is cut. Please go away. Ok. On va s'arrêter là, je crois. Vous avez des questions, les amis? Hi, my name is John, and I am an English major. Hi, John. How can I help you? Des questions? Ou des remarques, ou des plaintes, ou des... anything? Ça joue comme ça pour aujourd'hui? De rien, prochaine fois. Il y a des certificats pour ceux de la médecine interne, je crois, ici, pour chercher.